Aujourd'hui, la question des ventes d'armes. Les déclarations d'Emmanuel Macron vendredi sur France Inter font réfléchir. Le président explique que la priorité au Proche-Orient est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas, a-t-il ajouté. Pourtant, la France est quand même le second exportateur mondial d'armement, un partenaire d'Israël en matière de défense, et certaines de ces technologies ont été retrouvées dans des drones et des fusils mitrailleurs utilisés par l'armée israélienne, comme d'ailleurs dans des armements russes. Alors, le contrôle des exportations est-il fiable? C'est la question que nous allons poser à Benjamin Young. Bonjour. Bonjour Marguerite. Vous êtes journaliste indépendant, auteur de l'ouvrage tout récemment paru aux éditions du CERF, Le Grand Marché, enquête sur le business mondial de la guerre. Merci d'être venu ce matin. En ce qui concerne Israël, il y a peut-être quelques subtilités à comprendre. Il n'est pas du tout interdit de vendre des armes à Israël. Il est probablement illégal d'en vendre si elles sont destinées à Gaza, c'est ça? Oui, c'est ce que dit le traité sur la commune des armes qui a été ratifié par les membres de l'ONU en 2013, dont la France et Israël en fait sont signataires. On a le droit de vendre des armes, mais pas si elles sont utilisées dans le cadre d'attaques sur des civils en fait. Donc la question de la vente d'armes à Israël avant tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, pourquoi pas mais ça pose quand même la grande question de sa légalité aujourd'hui, en fait, alors qu'Israël attaque des civils. Ce qui explique d'ailleurs la formule du président Emmanuel Macron qui parlait bien de l'usage de ces exportations. Officiellement, aujourd'hui, est-ce qu'on sait quelles sont les armes que la France fournit à l'État hébreu? Alors, la France fournit à l'État hébreu officiellement, l'année dernière, 20 millions d'euros de matériel militaire. Alors 20 millions, c'est rien du tout. C'est vraiment pas beaucoup. C'est beaucoup moins, par exemple, que les États-Unis ou que l'Allemagne. L'Allemagne qui représente 30% des importations d'armement d'Israël. Et donc, le gouvernement, le Cornu, fait le distinguo entre des armes défensives et des armes offensives. Parce que les armes que la France vend à Israël sont censées être des armes de défense. Elles sont censées participer au dôme de fer. Au dôme de fer. Précisément. Et donc le dôme de fer, c'est ce système d'armement antiaérien qui permet à Israël de se protéger des missiles qui lui arrivent dessus. Il n'y a pas de différence entre une arme offensive et une arme défensive. Il n'y a pas d'étanchéité entre les deux. Ce que la guerre nous a appris, ce que nous apprend toujours, c'est les capacités d'ingénierie, voire de débrouillardise des différentes armées du monde afin de mener à bien une mission. Et quand on voit en plus aujourd'hui à quel point du matériel civil se retrouve utilisé à des fins militaires, on imagine qu'il est encore plus facile d'utiliser du matériel offensif défensif dans le cadre offensif. Et on comprend aussi des enquêtes menées par le média d'investigation Disclose que les armes livrées par la France à Israël ne sont a priori pas que des composants du dôme de fer, pas que des armes défensives, même si la frontière est peu étanche. Selon Disclose, au mois de mars et au mois de juin, dans des enquêtes qu'il a donc publiées, la France avait livré des éléments de munitions pour des fusils mitrailleurs. Ouais. Des équipements électroniques pour les drones, ce à quoi le ministre Le Cornu avait répondu qu'il s'agissait de licences de réexportation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Qui délivre ces licences et puis qui les contrôle surtout? Alors, une licence de réexportation, ça rentre dans le certificat d'utilisation finale qu'un client va donner à une entreprise d'armement ou de biens double usage, on y reviendra ensuite. Et donc ça permet à un industriel qui produit de l'armement de savoir dans quelles mains vont finir ces armes. Et donc ça, c'est contrôlé par une commission interministérielle qui est chargée de contrôler les exportations de biens militaires. Et donc Eurolinks était censé avoir de la part de son client israélien un certificat que les composants qu'il lui livrait ne resteraient pas en Israël, ne seraient pas utilisés pour de l'armement israélien, mais seraient réexportés. C'est-à-dire qu'on s'en servirait dans des usines israéliennes pour fabriquer des objets, des armes X ou Y qu'on réexporte. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Il y a une question qui se pose quand même, c'est est-ce que quand on envoie des armes ou du matériel qui sert à faire des armes, bon, la limite, elle est presque philosophique. Qu'est-ce qu'on... À un pays qui est en guerre, il y a quand même... il faut se dire peut-être que elle va l'utiliser. Surtout que l'entreprise, le client en question d'Eurolinks, la société marseillaise, son client à Tel Aviv, c'est une société qui est connue et qui se vante même d'être le fournisseur exclusif de l'armée israélienne.
Oui, d'ailleurs, le PDG de Rawlings disait à Disclose que les services de l'ambassade française en Israël n'avaient effectué aucun contrôle sur l'utilisation réelle de ces armements. Donc là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de suivi. Une autre information laisse songeur, Benjamin Young, c'est la hausse vertigineuse des exportations vers Israël de biens à double usage, donc à des usages à la fois civils et militaires. Selon l'Observatoire de l'armement, on est passé de 34 millions en 2022 à 192 millions en 2023. Alors, de manière générale, ce que vous commenciez à nous dire, c'est que les composants à double usage, tout particulièrement les composants électroniques, je crois, c'est vraiment le nerf de la guerre, le nerf des guerres aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, 34 à 192 millions, ça fait 6 fois plus, presque 6 fois plus, dont 150 millions qui sont du matériel électronique, comme vous le disiez, qui sont des capteurs et des lasers, donc des composants qu'on peut facilement retrouver dans des armes. Une telle hausse vertigineuse en fait, de matériel militaire, de matériel à double usage, excusez-moi, vers Israël, alors même qu'elle commence à faire la guerre sur plusieurs fronts à la fois, pose quand même question. Il est quand même assez facile de faire le lien entre les deux, qui plus est quand on n'en connaît pas le détail. Pourquoi on n'en connaît pas le détail ? Parce que, alors, c'est une très bonne question. Les différents ministères en charge des biens double usage ou des biens militaires sont censés remettre au Parlement des rapports annuels sur les exportations. Rapports qui sont souvent très en retard d'ailleurs. Celui qui aurait dû arriver cette année aurait dû arriver avant le 31 mai et on ne l'a toujours pas reçu. Donc, il a quand même été publié avant le remaniement. Oui, évidemment, mais pas par les instances qui auraient dû le publier. Et qui sont assez succincts en fait. Donc on sait la quantité, on sait combien d'argent, on sait la valeur, mais on ne sait pas le détail. Et sur les biens à double usage, c'est encore moins clair, parce que souvent dans ces rapports d'exportation de l'armement, on n'a pas le double usage civil et militaire. Non. En fait, les biens à double usage, c'est une catégorie de biens qui servent à la fois, comme leur nom l'indique, qui peuvent avoir une utilisation finale à la fois civile et à la fois militaire. Donc leur exportation est très contrôlée parce que ce sont des biens qui sont potentiellement dangereux et qui peuvent potentiellement se retourner contre des populations civiles ou contre nous. Très contrôlée, vous le dites. En fait, normalement, il y a la commission interministérielle des biens à double usage, la CIBDU, qui est censée veiller dessus. Donc c'est pas le même principe que pour les armes vraiment produites par des industries de défense et exportées comme telles. Comment ça se fait que cette commission soit contournée, qu'on ait trouvé par exemple des composants à usage double français dans du matériel russe sur le champ de bataille ukrainien? Rapidement, Benjamin Young. Eh bien, c'est toute la science presque du contournement de sanctions. C'est-à-dire que si une entreprise française n'a pas le droit d'exporter vers la Russie va, elle, utiliser des intermédiaires à l'étranger, à Singapour, en Serbie, au Kazakhstan, en fait, dans tous ces pays qui n'ont pas ratifié les sanctions et qui permettent en fait de les importer. Voilà, donc on comprend qu'on a un contexte de grande porosité entre les mondes civils et militaires et les difficultés du contrôle des exportations. Merci beaucoup, Benjamin Young. Je rappelle le titre de votre livre, Le Grand Marché, enquête sur le business mondial de la guerre. C'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup.